nanga yao papi ati yao papi ati yao papi ati yao namendani imadiko ni nanga imadiko ni nanga ikundie nanga Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. Je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de vous remercier infiniment pour vos prières pendant cette période difficile qui est presque derrière moi désormais. Merci pour vos intercessions. Merci pour votre élan de cœur. Merci pour votre empathie. J'ai désormais la preuve que quand on est au service du peuple, on est protégé par Dieu. Et que toute arme forgée contre cette personne est nulle et sans effet. Beaucoup m'avaient donné pour mort. Beaucoup avaient pensé que cette fois-ci, je ne me relèverais pas. Mais grâce à vos prières, grâce à Dieu, grâce à nos ancêtres et au génie protecteur du Gabon, je suis encore debout et certainement pour longtemps. On va devoir continuer le combat où on l'a arrêté. Parce que notre pays, le Gabon, mérite mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Et s'agissant des remerciements, je voudrais dire un merci particulier à ces pères et mères de famille qui ont été touchés par ce que j'ai traversé. Je veux dire merci particulièrement au père Paul Mba Bessol, j'ai vu son message. Merci au père Paul Mba Bessol pour son message réconfortant. Je puis vous rassurer que tout ira pour le mieux parce que tout est fait dans ce sens. Merci à tous ces opposants qui ont pris de mes nouvelles. Je ne veux pas les citer ici pour éviter qu'ils soient aussi empoisonnés à leur tour, mais ils se reconnaîtront. Je pense à cette dame. Je pense à cet ancien Premier ministre qui suivait de bout en bout la situation et qui demandait les comptes à la personne qui était en contact avec moi. Qu'il soit ici remercié. Je voudrais remercier aussi les pédégistes parce qu'il y en a eu, ceux qui ont été touchés par cette situation au-delà de nos différences politiques. Parce que adversaire politique ne veut pas dire ennemi. Ils étaient donc nombreux jusqu'aux membres du gouvernement, jusqu'au président des institutions, à prendre de mes nouvelles. Parce que ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous diviser.
Le Gabon est notre trait d'union. Nous sommes condamnés à être ensemble dans ce Gabon. Je crois qu'avec le temps, ils comprendront que la beauté d'un tapis tient à la diversité de ses couleurs et celle des hommes à leur différence. Parce que notre pays, le Gabon, est la chose la plus précieuse que nous ont légué nos ancêtres. Et lorsqu'il s'agit de l'intérêt du pays, on doit souvent mettre de côté nos égos, notre sens de division, parce qu'il s'est beaucoup enraciné pour privilégier justement l'intérêt général. Je suis de retour devant vous. Certes, je suis encore un peu fébrile, mais je peux vous rassurer que tout ira pour le mieux. Je me bats pour le Gabon entier. Je me bats pour l'ensemble des Gabonais, qu'ils soient d'origine ou d'adoption. Et je crois que c'est à ce titre que les gens ont mis à côté leur coloration politique pour prendre les mêmes nouvelles, pour me souhaiter un bon rétablissement. Je pense aussi à ces parlementaires, ils ont été nombreux. Et je voulais leur dire merci. Le danger est presque passé, il est derrière moi. Je puis vous le rassurer. J'ai été pris en charge à temps et grâce aussi aux antidotes que j'utilisais, je suis debout devant vous. Et je voudrais vous appeler aujourd'hui, vous qui continuez dans le combat pour la libération du Gabon, à redoubler de vigilance parce que c'est qu'on vous dit souvent, ce n'est pas de la plaisanterie. Ce régime totalitaire ne mégote pas sur les moyens pour éliminer ceux qui sont gênants. Évidemment, je suis gênant. Je pensais qu'en prenant le chemin escarpé de l'exil, le 1er janvier 2015, que j'allais trouver la paix. Non, je n'ai pas trouvé cette paix en exil. Ni au Cameroun où j'ai failli être refroidi, et ni en Europe où je me trouve en ce moment. Et je me dis que je ne serai jamais en paix tant que ce régime d'Ali Bongo restera aux affaires. Et comme vous le savez, tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. Tant que le chat ne dort pas, la souris n'aura pas d'endroit où se coucher. J'en suis conscient. Je voulais dire un message aujourd'hui aux pédégistes pour qu'ils sachent une chose. Le combat que je mène avec notre compatriote, c'est un combat qui sera salutaire s'il aboutit, et il aboutira forcément à l'ensemble des Gabonais, sans coloration politique. Et que lorsque vous apprenez un plan visant à éliminer un maillon de la chaîne, vous devez automatiquement alerter la personne, même de manière anonyme. Et je voudrais vous dire une chose. Depuis que j'ai commencé ce combat, j'ai reçu des Orions qui m'ont fait vaciller, mais qui n'ont pas réussi à me faire tomber. Le dernier coup a été fort. Et je veux dire que j'ai frôlé le pire. Grâce à votre soutien, grâce à votre empathie, je suis devant vous. Je voudrais rappeler à ces gens que je suis né au village. Au village, nous avons un ordre de poursuite traditionnel. Nous ne connaissons pas la justice des Blancs. Nous avons notre justice. Et que ceux qui se permettent souvent d'exposer la vie des autres en voulant les détruire, les tuer, qu'ils sachent qu'il y a toujours des représailles. Mes ennemis tomberont un à un. Ils tomberont un à un parce que ça n'est
trop. J'ai fait preuve de tolérance. Et ils ont pensé qu'ils sont plus forts que moi parce qu'ils sont restés debout en me combattant sans que je ne réagisse. Mais désormais, plus rien ne sera comme avant. Ils vont apprendre que je suis un enfant né dans une vallée de Ndolu, en pays Guissir. Et que les Guissir, comme vous le connaissez, ce ne sont pas des gens qui provoquent, ce sont des gens qui agissent. Désormais, on va agir. Donc tous ceux qui voudront se faire des sous en promettant ma tête, qu'ils sachent que désormais plus rien ne sera comme avant. Qu'il y aura des représailles avec les moyens qui sont en notre possession. Je suis né au village. Demandez aux Guissir, nous ne sommes pas très nombreux, comme les Nzébi ou les Fons. Mais nous savons comment nous réglons nos problèmes au village. Je crois que beaucoup ont déjà ressenti des secousses. Que tous ceux qui ont participé à ces complots vont passer l'un après l'autre. Ils tomberont un à un, je vous le promets aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas Jésus, je ne suis pas le petit frère de Jésus. Pour qu'on me gifle la gauche et que je tende par la suite la joue droite. Ce n'est pas possible. J'ai compris que pour délivrer le Gabon, il faut que je sois là présent. Il faut que je sois vivant à vos côtés. Et je dois me défendre désormais. Avec tous les moyens possibles. Je laisse les aspects judiciaires. La justice, certainement qui est lente, s'occupera de cette affaire. Mais j'ai un autre pan de ma culture que je vais utiliser désormais pour régler ce genre de problème. Je suis un enfant de la vallée. Donc, on va commencer à dire aux gens qui n'ont pas le monopole des pratiques occultes pour nuire autrui. Il faut qu'ils sentent qu'il y a du répondant en face. Et je crois pour ma part que ce qui a beaucoup causé du tort au Gabon, c'est cet excès de tolérance où on nous fait du mal, on reste sans agir. Désormais, plus rien ne sera comme avant. Je m'en veux aujourd'hui d'avoir laissé Alfred Edmond Ziengi Madungu en vie. J'avais la possibilité de l'éliminer, j'étais au Gabon, j'avais de l'argent. Tout le monde sait combien j'ai gagné au Gabon. Cet homme a éliminé ma fille. Mais j'ai dit, Dieu réglera ça. Mais sauf que Dieu n'a pas encore agi. Et il continue à faire des dégâts. J'ai compris que j'aurais dû le faire éliminer par les moyens traditionnels que nous avons au Gabon. Ça aurait eu l'avantage de faire l'économie des fragiles vies de ces Gabonais qu'ils continuent de massacrer à travers le Gabon et même au-delà. Parce que tout simplement, j'ai fait preuve de tolérance et il continue à devenir un danger. Et comme il n'a pas subi de représailles, il continue de le faire. Parce que, comme j'ai l'habitude de vous le dire, lorsque le singe tombe d'un arbre, s'il ne se blesse pas, il reprend à jouer. Lorsque le singe tombe d'un arbre, s'il ne se blesse pas, il reprend à jouer. Il est temps qu'on brandisse le crâne du singe pour que d'autres singes prennent peur. Et je peux vous dire que ce travail a déjà commencé dans la vallée. Il a bel et bien commencé. Il y a déjà même des résultats. Je voudrais m'excuser pour ceux qui pensent que lorsque mes ennemis meurent, moi je dois m'émouvoir outre mesure, que je dois pleurer, que je dois me suicider. Non. Lorsque les pervers meurent, la poule ne pleure pas. Lorsque les pervers meurent, la poule ne pleure pas.
Les gens me font des remarques absconses de ne pas respecter la mémoire de je ne sais qui. Parlons de, que Dieu son âme, Frédéric Unteratois. J'ai fait un post. Vous avez vu la nature des messages qu'il m'a envoyés. Que Dieu son âme, il est parti. Je n'ai pas souhaité ça. J'aurais voulu que le pays se libère et qu'on se retrouve en face. Parce que c'est quelqu'un que j'ai connu dans des circonstances particulières. Nos liens se sont intensifiés à des occasions heureuses ou malheureuses. J'aurais voulu qu'on se retrouve dans un pays libéré pour qu'on puisse se regarder en face. Mais il est parti. Et pour avoir souligné ça, il y a des gens qui m'ont fait des remarques désobligeantes. Vous avez oublié le rôle négatif qu'a fait cet homme. Vous avez oublié que c'est le même qui avait planifié déjà plusieurs fois mon élimination physique en France. J'ai posté sur ma page une partie de ces menaces où il disait qu'il allait me piéger à la gare du Nord et il allait me faire éliminer à Château-Rouge. Et comme par un curieux hasard, c'est dans la même zone que le malheur m'est arrivé. Et vous aurez voulu que je fasse quoi? Que je ne souligne pas ça? C'est important qu'on souligne ça pour rappeler aux Gabonais que la méchanceté ne paye pas. La méchanceté ne paye pas. Tuer son semblable ne fait pas de nous des éternels sur terre. Nous ne sommes qu'en transit. Et la mort est le seul rendez-vous auquel personne d'entre nous ne peut se soustraire. Alors, ne me reprochez donc pas. Savez-vous le nombre de Gabonais qui sont tués par ces régimes? Le frère qui est mort, il a fait alliance avec Akombesi. Akombesi qui a voulu m'éliminer. C'était le grand ami d'Akombesi. Mais en tant qu'ami d'Akombesi, en tant que mon frère, combien de fois a-t-il parlé à Akombesi pour qu'il me laisse? Au contraire, il a dit à Akombesi, donne-moi les moyens, je vais en finir avec lui. Et vous voulez que je fasse quoi? Que je me suicide parce qu'il est mort? Vous savez tout ce qu'il a fait comme mal? Savez-vous tout ce qu'il a fait comme mal? Je ne veux pas lui faire un procès à titre posthume. Mais je voudrais juste vous rappeler qu'il est grand temps de ne plus nous émouvoir des décès des gens qui nous font du mal au quotidien. C'est Dieu qui permet que certaines situations s'accomplissent. Dieu a entre ses mains incarné, où il note chacun de nos actes négatifs, des actes nuisibles à l'ensemble de l'humanité. Et lorsque tu franchis le Rubicon, lorsque tu dépasses le nec plus ultra, Dieu te retire pour t'affecter là où tu ne seras plus nuisible, l'autre côté du monde. Qui sommes-nous pour empêcher l'accomplissement de la destinée humaine? Qui sommes-nous? Nous ne sommes que les créatures de Dieu. Alors, on est résigné devant le sort. Combien de fois ne me suis-je pas battu pour rester en vie? Savez-vous le nombre de fois que ce régime a cherché à m'éliminer? Depuis le Gabon, en passant par le Cameroun, jusqu'en France, jusqu'en Belgique. Savez-vous combien de fois? Savez-vous combien de fois ma vie est devenue difficile? Vous devez vous mettre à ma place. Vous qui venez faire des remarques désobligeantes, vous devez vous mettre à ma place. Parce que ce qui me fait mal doit vous faire mal. Nous sommes liés les uns les autres. Et beaucoup me l'ont prouvé au cours de cette occasion. Alors, l'heure n'est plus à ces émotions à géométrie variable. Je ne veux plus m'émouvoir. Je m'en veux aujourd'hui d'avoir été très compatissant envers Ali Bongo lorsqu'il est tombé malade à Riyad, en Arabie Saoudite. D'avoir eu contre moi toute une communauté d'activistes. Parce que je disais non, laissez, c'est un malade, ça peut arriver à tout le monde.
Mais Ali Bongo, sorti de sa convalescence, s'est-il amélioré? A-t-il changé? Non. Au contraire, ses vilainies, sa méchanceté, tout s'est multiplié par 100 ou 200. Il est devenu pire que par le passé. Alors combien de fois va-t-on encore accepter cette situation? Alors le Gabon est dans une situation aujourd'hui catastrophique. J'ai vu que beaucoup m'ont écrit me demandant de laisser tomber le combat. Beaucoup m'ont demandé d'arrêter le combat parce que j'ai frôlé la mort. Je voulais dire à ceux-là, désolé, je ne vous suivrai pas. Désolé, je ne vous suivrai pas. J'ai atteint dans ce combat un point de non-retour. Je l'ai commencé à 15 ans. J'ai 43 ans, 44 ans le 9 juillet prochain. Alors ce n'est pas à 44 ans que je dois renoncer au combat. J'ai tout sacrifié, j'ai tout bousillé, tout claqué au Gabon. Ce n'est pas au dernier moment. Au moment où même j'aperçois le bout du tunnel, ce n'est pas le moment de renoncer au combat. Je ne renoncerai pas. Je ne vous suivrai pas. Même si vous m'abandonnez, je continuerai mon combat parce que je me sens redevable de ce pays, ce Gabon que nous laisserons demain à nos enfants. Je me sens responsable de ce Gabon. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de raison de laisser tomber le combat. Est-ce que les injustices sociales ont disparu? Non. Est-ce que les Gabonais vivent mieux aujourd'hui qu'hier? Non, au contraire. Ils vivent plus mal aujourd'hui qu'hier. Tous les acquis qu'ils avaient hier ont disparu. J'apprends que la CNSS, par exemple, va bientôt fermer. J'ai appris que les bourses des Gabonais dans les pays hors de l'Afrique ne sont plus acceptées. Comment voulez-vous que dans un contexte sclérosé, comme celui qu'on traverse en ce moment, que je puisse me taire au nom de quoi, pour avoir quoi après tant d'années? Je ne vous suivrai pas. Je m'excuse, je ne vous suivrai pas. Même si je dois verser ma dernière goutte de sang, je me battrai jusqu'au bout. Aujourd'hui, j'ai tout perdu. Parfois, celui qui est mon ami, le matin devient mon ennemi à midi et dans l'après-midi, il conjure le sort pour que je meure. Oui, c'est ça la destinée des grands hommes. Mais je voudrais dire aux uns aux autres que ce n'est pas parce que j'expose plus ma vie que je veux mourir avant vous qui n'exposez pas vos vies. Regardez celui-là qui me menaçait de mort, qui militait pour ma mort. Il est parti avant moi. Je ne me réjouis pas de sa mort. Ce n'est pas ma nature. C'est vous faire comprendre que ce n'est pas parce que j'expose ma vie que je veux forcément mourir avant. C'est parfois le contraire qui s'est produit. Parce que même la Bible, le livre saint, dit que celui qui garde sa vie pour soi la perdra. Et celui qui donnera sa vie à autrui la gardera. J'ai fait don de ma vie au peuple gabonais. Je dépose ma vie à vos pieds. C'est le prix de mon amour et de mon patriotisme. Alors je ne vais jamais arrêter. Je ne vais pas arrêter. Pourquoi dois-je arrêter le combat? En m'engageant dans ce combat, je ne m'étais pas fait d'illusion ni croire que le chemin serait facile. Faisant irruption sur une scène où on n'aime pas souvent la pertinence, il me fallait apprendre à souffrir pour rester moi-même. Oui, je paye un prix élevé, trop élevé même. Pour mon âge, tout ce que j'ai subi, c'est trop. J'en assume pleinement la responsabilité. Et je mesure pleinement les conséquences. Alors donc, si vous venez vers moi, donnez-moi tous les conseils du monde, ne me demandez pas de reculer. Au contraire, le combat va connaître une autre tournure. Il va prendre une autre dimension. Parce que j'ai été blessé dans ma gorge merveilleuse. J'ai été blessé dans mon âme. Et avec moi, vous tous. J'ai été blessé. Et en plus, ce qui est plus effarant dans cette affaire,
que ce soit des personnes à qui on a accordé notre hospitalité au Gabon, qui viennent faire ça, qui viennent tuer les enfants du pays, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Ils ont tué André Baobam, on n'a rien dit. Ils ont tué Pierre Mamboundou, on n'a rien dit. Ils ont tué avant tout Joseph Rendjambé, on n'a rien dit. Alors, ces victimes ne sont pas suffisantes déjà? Faudrait-il que je m'ajoute à la liste? Ils ont tué Fabien Méré, ils ont tué le colonel Remanda, Alors, combien de fois va-t-on tolérer ce genre d'actes? Je ne m'intéresse pas. Je ne renoncerai pas au combat, non. Quoi qu'il me coûte, je savais ce que je faisais. Je savais qu'en prenant le chemin de l'exil, ma vie ne serait plus la même. Je le savais. Je suis un homme averti. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. Je paye un prix fort. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte combien de fois je me suis hissé sur l'échelle qui mène à la mort. Je me suis hissé au dernier palier. Mais j'y resterai. Je n'avancerai plus dans le vide. Je resterai là pour libérer le Gabon. Donc, que ceux qui ont chanté très tôt, disant que j'allais mourir, ou que j'étais déjà mort, parce que ça a même été dit à mon fils, à l'université. Ceux qui ont chanté, ton père est mort, non, je suis encore là, je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas un Highlander aussi. Je suis un humain, tout simplement préparé à affronter les épreuves de la vie depuis mon enfance. Ceux qui liront mon livre qui va bientôt sortir, parce que c'est une autobiographie d'abord, vous comprendrez quelle nature d'homme, quel genre d'enfant j'ai été et comment j'ai été préparé pour arriver là. Je ne suis pas arrivé là par hasard. Je laisse ma destinée s'accomplir. Je laisse ma destinée s'accomplir et je sais où je vais et je ne m'arrêterai pas. Je sais où je vais. S'il y a des gens qui ne savent pas où ils vont, c'est leur problème. Mais cela s'apparente à ces feuilles, à ces morceaux de bois qui tombent dans l'eau, qui s'imbibent d'eau, qui se laissent transporter et qui se disloquent par la suite. Je suis porteur d'ambition. Je porte les ambitions des Gabonais. Je suis la somme de tous les misérables. Parce que celui qui ne peut pas aider son semblable à se débarrasser des chaînes de misère qu'il porte, il n'est pas un homme libre. Je ne suis pas libre si je me tais en souffrant. D'ailleurs, je disais à une tante au téléphone que quand je ne parle pas des problèmes du Gabon, j'ai des démangeaisons buccales. Quand je ne parle pas des problèmes du Gabon, j'ai des démangeaisons à la bouche. Parce qu'elle était parmi ceux qui m'ont dit non, il faut arrêter, il faut... Non. J'ai dit, tante, je ne te suivrai pas. Alors, j'aspire à la liberté. Je suis un combattant de la liberté. Et même, je touche du bois. Si par miracle mes détracteurs réussissaient à m'affecter au tombeau, ce ne serait pas une victoire. Parce qu'un combattant de la liberté, c'est un écrivain de l'histoire de la nation. Il ne meurt pas. Il tourne seulement la page de son livre. Parce que même après moi, mes œuvres continueront de vivre, à me faire vivre, à faire vivre mon nom. Donc je n'aurais pas vécu inutilement. Il vaut bien qu'on ait encore un idéal pour lequel on doit sacrifier sa vie. Mais seulement, si je dois mourir en brousse, que ce soit le lion qui me tue. Si je dois mourir en brousse, que ce soit le lion qui me tue. Ce qui s'est passé, c'est un petit coup. C'est vrai, ça a réussi à me faire perdre du poids. Regardez, ma montre bouge maintenant. J'ai maigri, j'ai perdu du poids. Je vais récupérer. Je vais récupérer.
Et je veux reprendre le combat avec plus de combativité. Parce que qui tue un lion, le mange. Et qui blesse le lion est mangé. Qui tue le lion, le mange. Et qui blesse le lion est mangé. Je suis un lion blessé parce que non seulement ils m'ont raté, mais parce que les misères des Gabonais se sont accentuées, multipliées par 10, par 20. Alors pourquoi devrais-je arrêter le combat? Même si vous n'étiez pas là, je vais le continuer seul. Je vous l'avais déjà dit par le passé que le combat politique, c'est comme un voyage à bord d'un bus. Au point de départ, vous êtes nombreux. Mais au fur et à mesure que vous avancez, il y a des passagers qui descendent dans le chemin. Et parfois, tu te retrouves au terminus seul à bord. C'est pourquoi je vous dis, si je dois être le passager qui va arriver au terminus seul, j'irai pourvu que j'arrive à l'essentiel. Et je me battrai pour faire l'économie de ma fragile vie. Je vais limiter les risques. C'est évident. Depuis 2019, il y a eu un nettoyage qui s'est fait. Je me suis éloigné de certains Gabonais nuisibles. Je referai encore un autre nettoyage parce que je me rends compte que je ne suis pas totalement en sécurité. Ça se fera, vous pouvez en être sûr. Ça se fera. Il aura fallu tous ces événements-là pour que je prenne des dispositions. C'est venu naturellement me rappeler que je ne suis pas à l'abri de toutes les vicissitudes de ces combats. Donc, je prendrai des dispositions. Ça a été l'une des recommandations que vous m'avez faites dans vos nombreux messages. J'ai vu qu'il y a 7000 messages pratiquement. J'ai réduit ça à 5000 aujourd'hui parce que j'ai lu une partie la nuit. J'ai vu que parmi les recommandations, en fait, c'est de redoubler de vigilance. C'est le mot qui revient presque comme une litanie dans vos messages. Je l'ai compris. Sachez que si j'étais aussi imprudent, je ne serais plus de ce monde. Parce que je suis devenu une denrée marchande. Tout le monde aimerait se faire du fric en me présentant sur la table. Tout le monde prétend me connaître là où j'habite, pour avoir de l'argent de l'autre côté. C'est ça la nature du Gabon. Pourtant, ce n'était pas dans nos mœurs ce qui est arrivé là. Sous Omar Bongo, il y avait un peu de tyrannie, mais pas avec la bestialité qui caractérise le régime d'Ali Bongo. Si Omar Bongo vivait encore, je ne serais pas en exil, certainement. Je ne serais pas en exil. Mais avec la bestialité d'Ali Bongo, sa politique consiste à humilier les gens, à les ridiculiser, à les chosifier, à les infantiliser. Et quand tu refuses, tu es proposé à la guillotine. Mais sauf qu'il n'a pas compris une chose. Même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours des petits poissons vivants. Même si on empoisonne l'eau de la rivière, on trouvera toujours des petits poissons vivants. Alors, je voudrais vous dire encore merci pour vos intercessions, pour vos chaînes de prière. J'ai été ému par ces messages qui venaient aussi à l'extérieur du Gabon. Je pense à cette jeune dame qui a écrit depuis le Tchad, une certaine Nasri, je crois, si j'ai bonne mémoire. Je pense à ces personnes qui m'ont écrit du Sénégal, du Mali, du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville, du Cameroun, ils sont nombreux encore. Et comme vous le savez, le Cameroun, c'est mon deuxième pays, parce que c'est le pays qui m'a sauvé la vie. Donc, je suis beaucoup suivi là-bas. Je voudrais remercier aussi les citoyens du monde de la République centrafricaine, à ceux du Burkina Faso, du Togo, du Bénin. J'ai eu aussi des messages de Madagascar, sans oublier les pays occidentaux, ils sont nombreux. Je voulais dire merci du fond du cœur. Je voulais vous rassurer que ce combat ira jusqu'à son terme. Et que tout ce qui est en train de se passer en ce moment-là, c'est le début de la fin. Oui, c'est parce qu'ils ont peur. Quand le chien mord, souvent ce n'est pas par méchanceté, c'est par réflexe de survie, par instinct de survie. Et ce régime sait qu'il est au bout.
avec toutes les mesures qui sont prises, l'asphyxie financière qui se profile à l'horizon, il n'est pas évident que ces régimes tiennent encore longtemps. Alors, tenons le bon bout. Nous sommes presque au bout de ce combat. Il faut nous battre. Même si nous sommes trahis par des personnes insoupçonnables, on doit rester debout. J'ai appris à être trahi au quotidien. La trahison ne veut plus dire grand-chose. Mais quels que soient les traquenards, rien ne marchera. Même si je reste seul dans ce combat, je continuerai. Même si je suis renié même par mes propres parents biologiques, le combat ira jusqu'à son terme. Même si je suis trahi par mes propres parents biologiques, ce qui n'arrivera pas, c'est pas évident. J'irai jusqu'au bout de ce combat. Parce que c'est une affaire de survie. Et on ne doit pas lésiner sur les moyens. Dans ce combat, on est souvent trahi par des personnes insoupçonnables. Parfois, nos proches parents peuvent nous trahir parce que ne partageant pas nos positions, c'est compréhensible dans une moindre mesure. Dans un village, il y avait un homme qui était réputé pour son empathie, pour la bonté de son cœur, qui était une flamme qu'on pouvait cacher, mais qu'on ne pouvait pas éteindre. Il s'appelait Mumbina. Comme vous le savez, Mumbina était un chasseur redoutable. C'est un homme qui n'aimait pas voir ses semblables dans la dèche noire, dans la misère. Alors un jour, Mumbina a appris une mauvaise nouvelle. Il avait appris qu'un village lointain, il y avait la guerre qui avait éclaté là-bas. Et que ce village avait été envahi par des assaillants qui étaient plus nombreux et mieux armés que les autochtones. Alors Mumbina avait décidé donc de mettre son talent au service de ses semblables qui étaient en position de faiblesse. Mumbina a pris donc son arme contre la volonté de ses parents. Parce que tout le monde a dit non, c'est pas ta guerre, pourquoi tu te mets là-dedans? Toi tu es tranquille, tu as à boire, tu as à manger. Pourquoi tu vas t'intéresser à une guerre qui se passe dans un village de surcroît qui n'est pas le nôtre? Non, Mumbina ne parle pas. Même sa femme Marundu avait dit ne parle pas. Ses enfants ont dit ne parle pas papa, tu vas aller mourir. Mumbina a dit nous sommes liés les uns les autres. Ce qui fait mal à mes voisins me fait mal. Je m'en vais, je vais aller combattre. Mumbina est parti à la guerre. La guerre qui a duré longtemps, parce que vous savez, on connaît à quel moment les guerres commencent, on ne sait pas à quel moment arrêter ces guerres-là. Donc Mumbina est parti à la guerre. 1 an, 2 ans, il ne donnait plus de nouvelles. Beaucoup l'ont donné pour mort, comme certains m'ont donné pour mort là. Ils l'ont donné pour mort. Pour eux, c'est qu'il était mort, c'était terminé. Les gens ont commencé à liquider tous ces biens qu'il avait laissés. Sa maison a été vendue, il n'y a plus rien. Et Mumbina s'était consacré entièrement au combat pour libérer ces villages de voisins qui étaient sous occupation. Et il avait tout perdu. Il a perdu femme, enfant, il a perdu les frères. Il disait, bon, on ne le compte plus, il est déjà mort. Et même s'il revient ici, on ne le compte pas. Donc Mumbina va à la guerre. Et Dieu merci, il ne meurt pas au front. Et il y a le cessez-le-feu qui est signé. Plus tard, parce qu'il y a toujours un cessez-le-feu. Après, il y a la fin de la guerre qui est signée.
Donc la guerre est terminée, Mumbina cherche à repartir chez lui. Il se rend compte que même le terrain où il avait construit sa maison, c'était autre chose qui était maintenant construit là. Il n'avait plus rien, Mumbina. On a dit non, ça a été vendu, c'est l'État, la terre appartient à l'État, tu n'as plus rien ici, Mumbina. Et quand il est parti chez ses frères, ils l'ont repoussé, ils ont dit, tu viens faire quoi ici? Tu as préféré aller à la guerre, non? On n'est pas à la guerre. Et Mumbina s'est retrouvé donc SDF. Il n'avait sur lui que son arme. Mais la dèche noire a commencé parce qu'il n'avait rien. Mais il savait qu'il y avait Dieu qui était là-bas, qui pourvoit toujours. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir et à demander à Dieu de voir sa situation. Et pendant son errance, au moment où il était dénaillé par la faim, il a vu un personnage pittoresque surgir. Un vieux papa aux cheveux gris. Au point qu'il a même pris peur. Et le vieux est venu devant lui, il a regardé. Il a dit, mon fils, je sais que tu souffres. Je sais qu'au fond de toi tu souffres. Je vais t'aider. Mais moi j'ai un principe, je n'aide pas les poltrons. Je n'aide pas les poltrons. J'aime les hommes courageux. Tu es vraiment courageux toi, Mumbina? Mumbina a dit oui, je suis courageux, je suis un soldat, je reviens à la guerre. Je n'ai même pas été tué, je suis debout. Il dit ok, mais moi je vais tester pour voir si tu n'es pas poltron. Et c'est comme ça que le vieux a dit bon, tu vois la forêt qui est derrière nous là. Va faire un tour dans la forêt là, après tu reviens. Le premier test c'est celui-là. Et dans la forêt, il y avait une panthère qui tuait les gens. Et quand Mumbina est parti là-bas, il a vu la panthère surgir. Mumbina a neutralisé la panthère. Cette panthère-là qui était invincible. Tous ceux qui prenaient le chemin de la forêt là, chaque fois qu'ils croisaient la panthère, ils n'en ressortaient pas. Mais Mumbina est venu. Il a dit, vieux, j'ai vu la panthère là-bas, mais j'ai fini avec ça. Le vieux a dit, ah bon? Donc tu es courageux. Il dit, ah non, bon, il reste encore un dernier test, Mumbina. Le vieux a dit, Mumbina a dit, mais vieux, c'est encore quoi le test? Il dit, non. Tu vas faire 7 ans. 7 ans, tu ne dois pas te laver. Tu dois faire comme si tu étais en deuil. Pendant 7 ans, tu ne te laves pas. Tu ne te peignes pas les cheveux. Tu ne brosses pas la bouche. Tu ne coupes pas les cheveux. Tu ne coupes pas la barbe. Mumbina, qui est un beau garçon, qui était un beau garçon, il a trouvé que c'était difficile. Mais comme c'était pour la bonne cause, Mumbina a dit ok, d'accord. Le vieux a dit si tu réussis à faire les 7 ans, les 7 ans c'est déjà le nombre d'années que j'ai passé en exil en passant. Le vieux a dit donc si tu réussis à faire les 7 ans, au sortir de là, tu auras tout ce que tu voudras. Mumbina a dit ok, vieux, je vais essayer. Et c'est comme ça que le vieux là est parti dans la forêt. Il est allé dépecer la panthère que Mumbina avait tuée. Il a pris seulement la peau. Il a dit voilà Mumbina, la peau là. Ça va te servir de couverture quand il fera froid. Ça va aussi te servir de tapis pour t'allonger puisque tu as tout perdu. Et voilà cette chemise que je te donne. À chaque fois que tu seras fauché, tu mets les mains dans les poches. Après tu sentiras qu'il y a de l'argent. C'est comme ça que Mumbina a dit d'accord, mon vieux. Mumbina a pris la panthère, elle a la peau de la panthère. Il a pris la chemise que le vieux lui a donnée. Et il est parti. 1 an a passé, 2 ans. Et il a continué à errer. 3 ans, 4 ans. À chaque fois qu'il mettait les mains dans les poches, il ressortait des pièces. Il avait de quoi manger. Il n'était plus malheureux. Il a dit, mais le vieux avait raison. Et pourtant, hier, il n'y avait plus de pièces. Dès que je mets la main aujourd'hui, il y a encore des pièces. Donc, il avait raison. Il a dit donc, je vais supporter 7 ans.
Il y a déjà 4 ans qui sont passés. Il reste 3 ans, je vais supporter. Et c'est comme ça qu'un jour, il faisait très froid, la saison sèche avait commencé dans la zone. Mombina a donc décidé d'aller se réfugier dans un hôtel. Il y avait un hôtel dans la région. Mombina est parti pour aller demander une chambre. Mais Mombina était déjà méconnaissable. Parce que pendant 1 an, sans se coiffer, sans se laver, c'est invivable. On a la barbe jusqu'ici. Il était devenu méconnaissable. Il était comme un tigre. Donc quand il arrive à l'hôtel, mais le réceptionniste a paniqué. Il dit, oh, tu as fait quoi ici? Non, ça. Il a dit, mais c'est... Il dit, non. Il a dit, s'il te plaît, mon frère, j'ai un peu d'argent. Je vais te proposer pour toi d'abord, en dehors de ce que je vais payer comme nuitée pour l'hôtel. J'ai besoin d'être logé parce qu'il fait très froid dehors. Et c'est comme ça que, quand le réceptionniste a été corrompu, il a dit, bon, je ne vais pas te loger ici avec les autres clients, comme tu sens là. Il y a une pièce là-bas, tu vas te loger, mais ne sens pas quand ils sont là. Parce que s'ils voient, ils vont dire que nous on loge des fous et ça va faire fuir les clients. Donc tu restes là-bas dans ta chambre. Ne sors pas pendant les heures où ils sont censés être là. Mombina a dit, il n'y a pas de souci. Mombina est allé dans la chambre. Il est resté là-bas. Et quelques temps après, il a entendu un vieux papa qui était en train de pleurer dans la chambre contiguë. Alors, Mombina qui avait son empathie, il a couru pour aller voir de quoi il était question. Quand il voit, il trouve un vieux papa en train de pleurer. Et le vieux papa lui dit, je suis malheureux. J'ai tout perdu, je suis dans la galère. Je suis venu ici pour me loger, je n'ai plus de quoi payer. On menace de me mettre en prison, je ne peux plus payer l'hôtel. J'ai même mes enfants qui sont restés là-bas en train de faire de l'esclavage. Parce qu'il faut qu'ils trouvent quelque chose. Mombina a dit, papa, c'est tout ça que tu as comme problème. Le vieux a dit, oui, mon fils, c'est ça que j'ai comme problème. Il dit, mais ça c'est un petit problème. S'il n'y a que ça là, je vais régler ça. Dis-moi le nombre de jours que tu dois ici, je paye. Mombina a mis les mains dans la poche, il a sorti l'argent, il a donné au vieux. Et il a même encore donné un peu plus pour se prendre en charge pour ses besoins supplémentaires. Et c'est comme ça que le vieux a dit, mais toi tu as un bon corps. C'est vrai que tu es sale, tu sens mauvais, mais tu es quelqu'un de bien. Mombina a dit, moi je suis au service de l'humanité. Et c'est comme ça que le vieux a dit, bon, mais toi tu fais quoi? Il dit, non, j'étais à la guerre, j'ai terminé la guerre, je suis rejeté par tous. Je souffre maintenant, même ma femme, je l'ai perdue, mes enfants ne me reconnaissent plus, disent que je les ai abandonnés. Je n'ai plus de parents, je suis seul, je n'ai plus de femme, je dois tout reconstruire. Alors le vieux a dit, mais mon fils, tu as un bon cœur. Moi, j'ai 3 filles là-bas, 3 jolies filles. Alors, je vais te donner une en mariage, tu iras choisir. Comme ça, tu prendras une en mariage, tu vas reconstruire ta vie. Et c'est comme ça que le vieux est parti avec Mombina là-bas. Et dès que la première fille du vieux a vu Mombina sale et tout, il a fui. Elle a fui. Il dit, mais ça là, j'amène ça où? Oh, papa, comment tu amènes un homme comme ça ici à la maison? Regarde comment il sent. La deuxième a fait la même chose. Mais c'était la dernière qui respectait beaucoup son père. Qui est restée. Qui a écouté son père. Qui m'a dit, écoute, maman, j'ai amené le type là, celui qui m'a aidé là-bas. On a un peu d'argent aujourd'hui, c'est grâce à ce monsieur. Il a un bon cœur. Et comme il a un bon cœur, je l'ai amené ici pour qu'il puisse choisir l'une d'entre vous en mariage. Et la petite fille était là à écouter son père. Il a dit, ok papa, je t'ai écouté, d'accord. J'accepte. Parce que c'est lui qui nous a sauvé la vie. Pourquoi nous laisser comme ça? Et c'est comme ça que Mombina a dit, je suis déjà à 4 ans que le vieux m'avait donné là-bas. Il me reste 3 ans avant de reprendre ma vie heureuse. Mombina a pris une bague qu'il avait, il a coupé ça et il a donné à la jeune fille, il dit, tu gardes ça pendant un temps. Je reviendrai ici dans 3 ans. Dans 3 ans, quand je reviendrai, je vais t'épouser.
Si je ne reviens pas après 3 ans, c'est que je suis mort. Fais ta vie. Fais ta vie. La petite fille avait compris. Et Mumbina est reparti, il a continué à errer, à rendre service à ceux qui étaient malheureux. Il était toujours au service de l'humanité. Les 3 ans sont passés vite. Et après, il est allé voir le vieux qui lui avait donné sa chemise, plus la peau de la panthère, pour dire vieux. Les 7 ans sont passés, je suis là. Regarde, je ne me suis pas lavé ma chaise. C'est maintenant le moment de reprendre ma vie, non? Le vieux a dit oui. Tu es courageux, tu es empathique, tu t'es battu, j'ai vu ton corps, tu as aidé beaucoup de gens. Alors c'est le moment de faire le retrait de deuil. Alors le vieux l'a mené dans la rivière qui était derrière la forêt. Il a baigné Mumbina. Il a amené chez les jeunes, ils lui ont coupé les cheveux. Mumbina a retrouvé sa beauté d'antan. Et après il avait dit merci au vieux. Et le vieux lui a donné la bénédiction. Il lui a ouvert le chemin. Donc Mumbina est reparti. Et il avait maintenant de quoi mener une vie décente. Il avait maintenant beaucoup de fortune. Une grosse fortune. Après il a pensé à la fiancée qu'il avait laissée, la fille du pauvre vieillard qu'il avait aidé. Mumbina est parti. Et lorsqu'il est parti là-bas, il a trouvé les 3 filles qui étaient là. Il a trouvé le père qui était encore là en vie. Mais personne n'a reconnu Mumbina. Ils ont vu un jeune venir, ils ont pensé que c'était un officier supérieur de l'armée, que c'était ce qu'on appelle le commandant. Donc on l'a reçu avec beaucoup de courtoisie. Beaucoup de courtoisie dans la maison. Et les 2 filles qui étaient là, qui avaient dit que Mumbina était sale là, était crasseux, dès qu'ils ont vu un homme beau venir, élégant, elles ont couru à la maison, dans la chambre, elles se lavaient pour se rendre belle parce que chacune voulait séduire Mumbina pour être prise comme femme. Mais la petite fille qui était là, qui avait accepté avec son bon cœur, elle les regardait seulement. Et après, Mumbina demandait de l'eau, puisqu'on en sert souvent quand on arrive chez nous en Afrique. Mumbina demandait un verre d'eau. Et la petite fille a amené un verre d'eau à Mumbina. Mumbina a bu une partie. Et après, il a pris lui-même la bouteille d'eau. Il a rempli encore le verre. Et à la fin, il a mis le bout de bague, l'autre morceau de bague qu'il avait amené avec lui. Il a mis ça dans le verre et il a tendu à la petite fille. Il boit. Et la petite fille a bu et à la fin, il y avait le morceau de bague. La petite fille a dit, mais c'est curieux. Mais ces morceaux de bague ressemblent à ce que un monsieur m'avait donné. Et quand elle a pris le morceau de bague que le monsieur avait mis, que Mumbina avait mis dans le verre, et quand elle a ressorti ce qu'elle avait, elle a collé, elle a vu que c'était la même bague. Mumbina a dit, c'est moi qui étais venu là. C'est moi ton fiancé. Je suis venu pour te prendre en mariage. Et c'est comme ça que il a pris la fille en mariage. Lorsque les 2 sont sortis maintenant pour vouloir blaser Mumbina, il était trop tard. Mumbina a dit non, c'est celle-là. Elle m'avait accepté le premier jour avec ma classe, avec mes cheveux bourriffés, même mes cheveux d'hirsute. C'est celle-là mon épouse. Et toute honte bu, les 2 autres sont allés se suicider. Mumbina a pris sa jeune femme. Il est parti vivre là-bas et il a rendu la jeune femme heureuse. Mumbina est devenu après le chef du territoire, le chef des terres là-bas. C'était maintenant devenu après le roi. C'était lui qui était devenu là-bas le grand patron et la vie avait repris. Parce que après ce moment de déboire, il y a toujours un moment de réconfort. Il y a toujours une reconnaissance du ciel. Le ciel n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Surtout quand on a un bon cœur. Et Dieu nous voit. Il sait les bons et les méchants. Et il sait récompenser
à temps réel. C'est pourquoi même si je reste seul dans ce combat, je me battrai jusqu'au bout. Parce que c'est pour moi une sorte de sacerdoce, cet engagement. Je ne suis pas tombé là par hasard. Ceux qui savent lire entre les lignes savent. Les initiés savent que je ne suis pas venu là par hasard. Et quoi qu'ils fassent, je resterai. Ils passeront un à un. Après, ils vont apprendre à leurs dépens que le chacal n'est pas une proie facile pour le chien. Le chacal n'est pas une proie facile pour le chien. Merci pour vos prières. Merci pour votre soutien inestimable. Merci pour votre sens de fraternité. Merci pour cette amitié qui a du panache. Je reviens et je crois que ça va chauffer. Merci encore. On est ensemble. Et ensemble, je sais qu'on va être là pour danser à Luman et Maneya. C'est vrai que le combat sera terminé. Et je sais qu'on va chanter à Luman et Maneya. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Tu le sèmes. Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. Je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues fêter la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'est une nouvelle ère. Union, travail, justice, oui, telle est la devise. Une pensée à tous ceux qui se sont battus pour ce pays. À tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de leur patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfant venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sème. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle heure se lève pour bénir le place de paix. Alumare,